Salut l'équipe, c'est l'Ovalist. La liste des 34 joueurs pour le tournoi vient de sortir. Une liste ô combien importante, puisque c'est la première liste de sélectionnés depuis l'ère Manda Galtier numéro 2. Et donc ça faisait des semaines qu'on se demandait qui seraient les petits nouveaux, qui seraient les joueurs qui seraient reconfirmés après le mondial. Parce que oui, Fabien Galtier a quand même expliqué que la plupart des joueurs qui étaient là pour la Coupe du Monde en 2023 seraient là en Australie en 2027. Je crois qu'il a dit quelque chose comme 95% des joueurs qui ont joué le match face à l'Afrique du Sud seront avec nous pour l'Australie. Et dans le même temps, avec la nouvelle convention entre la fédération et la ligue, le fait que la liste justement de joueurs sélectionnés passe de 42 à 34, ça a cristallisé l'attention du public parce qu'on se demandait qui seraient les heureux élus, parce que d'habitude il était courant de voir des nouveaux joueurs arriver, des nouvelles têtes, tout en sachant qu'ils ne seraient pas forcément sélectionnés et que c'était plus des genres de sparring partners de luxe que des potentiels sélectionnables, sauf grosses blessures. Donc 34 joueurs seulement, on savait qu'il y aurait quelques surprises, mais je m'attendais pas non plus à quelque chose de dingue, à avoir une vague de jeunisme comme ça, déjà à cause des 34, mais aussi par rapport au fait que durant la Coupe du Monde, ça a été montré qu'on s'est fait battre par une équipe plutôt très expérimenté. Je crois, il me semble que les Springboks, c'était l'équipe avec la moyenne d'âge la plus élevée et avec l'un des nombres de caps le plus élevé également par joueur. Et je pense que Fabien Galtier a beaucoup tiré d'enseignement de ce fait-là parce que on pensait qu'il fallait une équipe environ à 26 ans de moyenne d'âge, 40 sélections. On se rend compte qu'il faut peut-être plus taper dans du 28 ans et 50 voire 60 sélections. Alors oui, après on va me dire que les Springboks, ils ont gagné à chaque fois avec un point d'avance sur des faits de jeu des fois un petit peu contestables, c'est vrai, mais à mon avis, Fabien Galtier a été très marqué par cette défaite, et je pense qu'il a tiré beaucoup d'enseignements, d'où cette liste. Bon, du coup, cette liste, on va commencer. Quelles sont les nouvelles têtes? Quels sont les nouveaux entrants? Je vous affiche ici la liste des 34 sélectionnés, n'hésitez pas à faire pause. Alors, il y en a 5, Nicolas Deporter, le centre bordelais, Esteban Abadi, le 3ème ligne flanqueur toulonnais, son compère Mathias Alagahu en 2ème ligne, Antoine Gibert, l'ouvreur polyvalent du Racing, et enfin, le tant attendu Emmanuel Meafou, le surpuissant 2ème ligne toulousain. Là-dessus, j'ai pas vraiment de surprise, je connais pas trop Alagahu, beaucoup on pensait que ça allait être Tuilagi qui allait venir à la place d'Alagahu, on va y revenir après, mais c'est vrai que Alagahu était un peu plus mature, il a quelques saisons maintenant de top 14 dans les jambes, ce que n'a pas encore Tuilagi, et je vous avoue que j'ai pas vraiment d'avis sur ce joueur, j'attends de voir ce qu'il va donner, je suis pas sûr non plus, sauf blessure, qu'on le voit disputer les matchs les plus importants des 6 nations. Deporter et Abadi, c'est ultra logique, les mecs surperforment avec leur club cette saison, et voilà, Deporter, on se tentait depuis la saison dernière, Abadi, il explose depuis qu'il est à Toulon, et puis Meafou, c'est pas vraiment une surprise, ça faisait quelques saisons qu'on l'attendait, et je pense qu'on va en avoir bien besoin. Pour finir avec Gibert maintenant, je vous avoue que c'était un petit peu une surprise pour moi, parce que je pensais pas du tout à ce joueur-là, je pensais plutôt peut-être à un Pierre Poplin, qui est vraiment pas mal avec Casse cette saison, voire un Léo Barré, mais Antoine Gibert, bon, oui, d'accord. J'ai pas vraiment non plus d'avis sur ce joueur, je pense que ce qui fait qu'il est pris, c'est aussi qu'il a une polyvalence 9-10, sachant qu'on part qu'avec 2-9, avec Lucu et Le Garec, donc oui, je trouve ça finalement assez logique, si on voit de ce point de vue-là, parce que forcément, en liste de 34 joueurs seulement, ça nécessite qu'on ait des joueurs qui soient polyvalents. Bon voilà pour les nouveaux rentrants, maintenant, qui sont les perdants de cette liste? Alors pour moi, j'en vois 6, par terme perdant, j'entends des joueurs qui avaient l'habitude soit de jouer avec le 15 de France, soit d'être dans le groupe élargi et d'avoir quelques feuilles de match de temps en temps, et qui n'ont pas été du coup sélectionnés pour cette édition du tournoi Destination 2024. Le premier auquel je pense, c'est Gabin Villiers. La saison dernière a été très compliquée pour lui, il s'est blessé plusieurs fois, il a rechuté, il s'est ensuite qualifié in extremis pour la Coupe du Monde 2023, et on a tous pu voir que c'était pas le Gabin Villiers de 2022 qui surclassait tout le monde, et il s'est même fait passer devant par un petit genou nommé Louis Bielbiarré en plein milieu de la Coupe du Monde. Je pense que ça doit être assez dur pour lui, c'est quand même un vrai combattant, un mec à l'agnac, et je pense qu'il doit être piqué dans son orgueil, mais il faut dire aussi ce qu'il y a. Moi, c'est un des joueurs que je préfère voir avec l'équipe de France, mais ces derniers temps, c'était pas ça, Gabin. Je trouve ça logique que d'autres joueurs passent devant lui. Ensuite, il y a les Montpelliérains, Paul Villemc et Arthur Vincent. Faut dire que Montpellier a beaucoup de problèmes en ce moment, même si ça va un petit peu mieux en top 14, ils ont fait un début de saison catastrophique, et forcément, c'est difficile d'exister, de te montrer aux yeux du sélectionneur, quand ton équipe perd à tous les matchs, d'autant plus que Villemc depuis un an et demi a du mal à enchaîner, il a beaucoup subi de blessures, des choses qui l'ont ralenti dans sa progression, et forcément il est sorti petit à petit du groupe France. Et c'est la même chose pour Arthur Vincent, c'est un super joueur, plein de qualités, en plus il est polyvalent, 3/4 centre, ailier, sauf que en ce moment il y a aussi d'autres joueurs devant lui qui surperforment et qui sont capables de jouer à 2 postes comme Moefana, comme Gaëton et même comme Louis Bielbiarré, qui peuvent jouer centre ailier, donc forcément c'est compliqué d'exister face à ces mecs-là. Surtout quand ton club perd tout le temps, je le répète.
Un autre joueur qui fait les frais des mauvais résultats de son équipe en top 14, c'est Baptiste Couillou. Longtemps troisième couteau à ce poste, il a vu le second Maxime Lucu profiter de l'absence de Dupont, et il s'est fait couper l'arbre sur le pied par Nolan Le Garec, qui est en pleine forme cette saison lui aussi. J'avais pourtant entendu dire certains qu'il serait titulaire et que Lucu serait remplaçant, au prétexte que le jeu de Couillou se rapproche plus du jeu de Dupont et que Galtier voulait rester dans une continuité. Sauf qu'en fait, Lucu casse tout cette saison. Le Yarek, il est aussi ultra fort, il s'est buté. C'est triste pour lui parce que ça aurait pu être le bon moment pour enfin enchaîner quelques feuilles de match. Mais bon, voilà, hein, c'est les hasards aussi des saisons. Ton club est pas bon, t'as du mal à jouer. T'as pas joué non plus pendant la Coupe du Monde, tu t'es pas montré depuis très longtemps. Forcément, il y a des jeunes pousses qui arrivent et qui te prennent la place. Un autre joueur qui a beaucoup perdu, c'est Antoine Astoy, avec la blessure de Romain Ntamak. Il aurait pu être la doublure de Mathieu Jalibert. Et là aussi, beaucoup disaient juste après la blessure de Romain Ntamak qu'Antoine Astoy serait le titulaire parce que c'est celui qui a le jeu le plus proche de Romain Ntamak entre lui et Jalibert. Finalement, Jalibert est tellement aussi en train de surperformer cette saison et Astoy, c'est pas ça. Hein. Depuis la fin de la Coupe du Monde, mais même depuis pour moi la prépa de la Coupe du Monde où il n'était pas à son meilleur niveau, il a vraiment du mal à enchaîner même maintenant depuis avec La Rochelle. Et là, pareil, avec 34 joueurs, on peut pas se permettre de prendre 3 ouvreurs, sachant que Ramos peut assumer le poste de numéro 10 en cas de pépin. Et enfin, il y a 2 autres joueurs qui, je pense, ont été perdants avec cette nouvelle liste. Le premier, c'est Yohan Tanga. Bon, ok, il a pas non plus eu la chance de participer à la Coupe du Monde, mais je me disais que voilà, il est quand même pas dégueu avec La Rochelle, il tient son club, il a un profil de 8 assez intéressant. J'en parlais dans une de mes dernières vidéos sur le fait qu'on n'avait pas beaucoup de purs profils 8. On sait que Boudouin, Olivon, Cross, même Jelon peuvent jouer 8, mais c'est pas des purs numéro 8 selon moi. Finalement, Galtier semble confirmer le fait qu'il ne fasse pas partie des plans de l'équipe de France, au même titre maintenant que Sékou Makalou. Ouais, c'est étonnant parce que on passe d'une liste de 42 à 34, donc faut des joueurs qui soient polyvalents, et Makalou est l'essence même de la polyvalence. Il peut jouer 8, il peut jouer flanqueur, il peut jouer ailier, donc forcément c'était un super atout à mettre sur une feuille de match, mais en même temps je trouve que on l'a pas beaucoup utilisé dans ce rôle de polyvalent, à part quand on est dans 2022, ça n'a pas non plus été d'une grande aide, et puis c'est un joueur, il faut le dire, qui reste éternellement inconstant, et donc face à un Abadi qui est hyper fort en club, face à un Jelon qui revient bien, à Cross qui est toujours nickel, bah ouais, tu finis par sauter et par perdre la confiance de ton sélectionneur. Mais du fait de son absence de la liste, on peut se poser la question, est-ce qu'on va revenir à un banc en 5-3, donc 5 avant, 3 quarts, étant donné que y a plus Makalou pour assurer le 6-2 avec 6 avant, 2-3 quarts et Makalou qui peut jouer sur les deux tableaux, je ne sais pas, ça va être intéressant à voir face à l'Irlande qui est très dense, et je pense que Fabien Galtier va se conforter dans le fait de mettre un 6-2 pour répondre à la densité irlandaise, ça va être intéressant à voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez d'autres perdants qui vous viennent à l'esprit comme ça, que j'aurais oublié? Pour moi c'est les perdants principaux de cette liste. Tanga peut-être un petit peu moins, parce que on savait déjà qu'il n'était pas dans les plans du sélectionneur, mais il avait quand même une carte à jouer. Passons maintenant aux surprises, parce qu'il y a des joueurs, quand j'ai vu leur nom, je me suis dit « Ah ouais, j'aurais pas pensé là ». Le premier, c'est le petit Taoufifenua, Sébastien Taoufifenua, le pilier gauche. J'avoue que je l'ai pas vu en équipe de France depuis hyper longtemps, quoique peut-être qu'il a joué un match durant la préparation face à l'Australie, il me semble. Faudra qu'on vérifie. Alors oui, le voir sélectionné dans cette liste, ça m'a étonné, parce que je me suis dit « Mais en vrai, on a plein d'autres joueurs que lui, Bah ouais, en fait, il n'y a pas beaucoup de noms qui me viennent. Il y a Jean-Baptiste Gros, mais qui est souvent blessé et qui a du mal aussi à enchaîner, à convaincre. Il y a Priso, mais pareil, lui a vite été évincé du groupe France. Il n'a pas convaincu le sélectionneur. Bah ouais, en fait, on parlait beaucoup du poste de pilier droit où on n'avait personne, mais je pense qu'à gauche, c'est pas non plus l'abondance, quoi. Donc ouais, Sébastien Taoufifenua, au final... c'est assez logique. Ensuite, c'est un petit peu pareil pour Paul Gabriag. Ça faisait hyper longtemps qu'il n'avait pas été sélectionné avec l'équipe de France. Et je me suis dit, c'est bizarre en vrai, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris Tulagi. D'ailleurs, tiens, Tulagi, est-ce que vous pensez que c'est un perdant? Moi, personnellement, je pense que oui, c'est un très bon joueur. Par contre, est-ce qu'il a la caisse pour le niveau international avec son gabarit qui est quand même très très dense, où il faudrait peut-être qu'il perde un petit peu de caisse parce que ok, pour jouer au top 14, c'est super, t'es hyper dense, t'avances sur les mauls. Par contre, quand t'es face au niveau international où ça galope beaucoup plus, c'est peut-être pas mal de perdre quelques kilos. J'ai vu que des gens pensaient à le mettre en pilier, en numéro 3, notamment Charles de la Rugby, ça vous a pas mal fait réagir. Moi, je suis plus de l'avis de Nogodi, c'est que si le mec, il veut performer à très très haut niveau,
Je pense que le mieux pour lui, c'est qu'il passe en numéro 8 comme son père, parce que t'imagines, tu lui fais perdre 10-15 plombes et tu le fais courir un petit peu, le monstre que ça peut devenir. Voilà, je répète ce que beaucoup de gens disent, mais c'est ce que je pense. Surtout qu'il reste assez petit pour un seconde ligne. Alors au début, je me disais, ça c'est pas un argument, parce que ok, il fait seulement, en gros guillemets, 1m92, et donc que c'était pas assez pour un numéro 5 pour pouvoir le faire sauter en touche. Moi avant, je me disais, mais ça sert à rien de faire sauter un mec de 150 plombes. De toute façon, son but c'est qu'il tienne la mêlée, qu'il tienne les mauls. Sauf que oui, mais La Rochelle, eux, ils le font. Et ils le font bien avec Sexton, parce qu'il y a un Antonio derrière qui est capable d'assumer la charge, sauf que Sexton, il fait 12 cm de plus. Et ça, c'est hyper utile d'avoir un mec très grand et très lourd pour choper les ballons, et ensuite, quand tu constitues un maul à 5 mètres de la ligne, et que t'as Skelton, qui est l'un des piliers du ballon porté, là, franchement, tu peux voyager. Sauf que Tuilagi, en effet, a plus une taille de grand numéro 8 que de numéro 5. Donc oui, personnellement, je suis un peu déçu de ne pas voir Posolo Tuilagi en équipe de France. Après, il faut dire qu'on a un petit peu de stock en matière de deuxième ligne maintenant, avec Meafou qui vient de rentrer. Et on a le temps, en fait, de voir Posolo Tuilagi grandir, de le voir s'affirmer à son poste, peut-être au poste de numéro 8. Pourquoi pas, on a besoin de numéro 8 derrière Aldrit, laissons-le grandir. Pour moi, c'est un petit peu pareil que pour Paul Coste et pour Gazzotti. Laissons-les prendre leur marque, laissons-les performer en club, laissons-les performer en Coupe d'Europe. Et après, vous inquiétez pas, on aura le temps de les voir grandir, de les amener au plus haut niveau. Il y a des blessures, les saisons sont longues, 4 ans, c'est encore assez long mine de rien. Donc on va avoir le temps de les voir grandir et pouvoir s'installer en équipe de France. Mais c'est vrai que j'ai quand même été un peu surpris quand j'ai vu le nom de Paul Gabriel. Après, Gabriel, c'est un joueur qui est irréprochable dans le combat, qui est assez grand, donc en touche, c'est aussi un atout. Ok, c'est pas le joueur qui va te changer le cours d'un match, qui va te traverser le terrain, qui va te faire une chistera de ouf. Par contre, avec lui, tu peux partir à la guerre tranquille. Un autre nom qui m'a un petit peu surpris, c'est celui de Gaëtan Barlow. Je pensais qu'il était un petit peu sorti du groupe France, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il a été entravé par une blessure au cervical, il a été opéré au cours de l'été dernier, donc c'est pour ça aussi qu'il a pas pu faire partie de l'aventure de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'avec la blessure de Bourgarit, qui était excellent avec La Rochelle, c'était un des rares joueurs à La Rochelle à vraiment être au niveau après la Coupe du Monde. Il s'est blessé lors de la dernière journée de la Champions Cup. Et moi, vraiment, Bourgarit, je l'aurais vu devant Marchand. Là, actuellement, au vu de la forme qu'il avait, Bourgarit se blesse quand même assez souvent. Il s'était déjà blessé avant les vacances de Noël. Là, il rechute sur son épaule. Il en a pour 4-5 mois, il me semble. Donc ça va être compliqué pour lui la fin de saison. Personnellement, j'aurais mis Lamotte. Bon, ok, parce qu'il est bordelais et que je suis pour Bordeaux, mais aussi parce que je trouve qu'il mérite, depuis quelques saisons, il prend une vraie épaisseur au sein du groupe bordelais. Il est vraiment sûr sur ses lancers, il est assez dynamique, assez actif ballon en main. Après, Barlow, c'est aussi un joueur qui a fait des très bons débuts sous le maillot du 15 de France. Sachant qu'il connaît déjà le système, c'est plutôt logique au final. Et moi, celui qui m'a le plus surpris, enfin ça m'a pas vraiment surpris, mais c'est plus que je pense qu'il y a vraiment meilleur que lui en ce moment, c'est Melvin Jaminet. Pour moi, vraiment, c'est loin d'être l'un des meilleurs arrières du top 14 en ce moment. Je pense que Dulin, il est toujours aussi fort, voire même c'est l'une de ses meilleures saisons actuellement. Et je trouve que Dulin est bien au-dessus dans sa gestion du match, dans le fait qu'il ait un pied gauche pour justement emmerder l'arrière-garde adverse, parce qu'un pied gauche, c'est pas courant, c'est pas la même couverture. Il a aussi un très long jeu au pied, il est hyper assuré sous les ballons hauts, il est hyper bon en relance. Pour moi, Dulin, c'est quand même une autre épaisseur que Melvin Jaminet, qui est un très bon joueur, d'accord, mais pour moi, Dulin est au-dessus depuis 2 saisons déjà, et voire même Burros, qui en ce moment surperforme avec la ligne de 3/4 galactique de l'UBB. On a quand même 2 joueurs en ce moment qui sont bien meilleurs que Melvin Jaminet, même Léo Barré en soi. Je pense que Léo Barré mérite plus au vu de sa saison que Melvin Jaminet. En plus, Léo Barré peut jouer lui aussi 10-15, c'est une bonne polyvalence. J'arrête pas de le dire, mais le fait qu'on passe de 42 à 34 fait qu'on va devoir faire des choix au niveau de la polyvalence des joueurs. Et puis pour finir sur les surprises, Mathis Lebel. Alors, c'est un très bon joueur, Mathis Lebel. Moi, j'aurais bien aimé voir Teddy Thomas revenir. Après, pareil, c'est aussi le fait que il a 30 ans passés, que Galtier va sûrement pas compter sur lui pour la Coupe du Monde en Australie, que lui il veut déjà construire pour la prochaine Coupe du Monde. Mais personnellement, moi, vous voulez savoir ce que j'aurais pris comme choix? Un choix un petit peu de hipster du rugby. J'aurais choisi le Bayonnais Rémi Baget parce que je trouve qu'il fait des super bonnes perfs depuis 2 saisons et qu'il paye pas de mine le gars, mais pour aller chercher des essais, il est toujours là quoi. En tout cas, dans la liste, il y a des joueurs que j'ai cochés, que j'ai envie de voir pour ce tournoi-là, pas forcément contre l'Irlande d'entrée. Le premier que je veux voir, c'est Nicolas Deporter. Déjà parce que j'ai eu la chance de le voir jouer quand il avait 15 piges, quand il jouait avec mon petit frère, et forcément ça fait quelque chose de voir un joueur éclore à ce niveau-là. Et puis parce qu'il est monstrueux aussi, disons-le. Voir la ligne de 3/4 de l'UBB en équipe de France, au vu de ce qu'elle produit actuellement, là, je dirais pas que ça me donne la 1, mais vous avez compris quoi. Ensuite, bien sûr, il y a Emilien Gaëton. Ça fait une saison qu'on attend qu'il explose, il a pas eu sa chance pour la Coupe du Monde.
Pourtant, sa première sélection en Écosse, il fait une masterclass, le gars. À l'aile ou au centre, peu importe, mais j'ai vraiment envie de le voir passer ce cap. Ensuite, je serais très curieux de voir Esteban Abadi, même si le poste de 3ème ligne est sûrement l'un des plus concurrentiels. On a beaucoup de mecs installés. Olivon, Cross et Gelon, déjà, c'est compliqué de les caser tous les trois. Là, tu rajoutes dans l'équation Esteban Abadi et puis aussi Paul Boudéan, qui est pas non plus un manchot. Ah ouais, c'est compliqué de se faire une place. Mais Esteban Abadi, surtout au niveau de sa lecture en touche, c'est l'un des meilleurs sauteurs, l'un des meilleurs voleurs d'alignement adverse en top 14. En plus, avec Olivon, ils se comprennent bien. Pour dégoûter le pack adverse sur ses lancers, il n'y a rien de mieux que d'avoir Olivon et Abadi dans son alignement, je pense. Et en plus, si tu rajoutes Woki, là t'es bien, là. Enfin, le dernier que j'ai envie de voir, c'est Thomas Laclaya, pour des raisons de relève, tout simplement, parce que derrière Antonio, qui est sorti de sa retraite exprès pour ce tournoi-là, on a pas grand monde d'installer. Oui, il y a Deguerry, mais vous savez ce que je pense à Deguerry. Et Thomas Laclaya, quand même, l'un des meilleurs marqueurs avec le Racing, parce que le mec, c'est une boule de pétanque, tout simplement. Il est hyper fort en mêlée fermée, il est très dur à l'impact. Voilà, Laclaya, je pense que vraiment, il a une carte à jouer sur ce tournoi. Donc vous, dites-moi dans les commentaires les joueurs que vous avez impatience de voir jouer dans ce tournoi. Et maintenant, avant de conclure, on va brièvement parler du Capitana, parce que oui, c'était Olivon qui était pressenti pour succéder à Dupont, parce que Olivon, c'était le capitaine historique du premier mandat Galtier. C'était logique pour moi que Olivon reprenne le brassard. Finalement, c'est Aldrit. Alors bon, moi je comprends très bien. Aldrit, déjà il parle anglais. Du moins il le comprend. Parce que c'est important d'avoir un mec qui puisse échanger avec les arbitres. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec mon micro, donc je suis obligé de retourner cette partie. Donc Aldrit capitaine, comme je disais, c'est logique. Il a déjà l'habitude d'être capitaine avec La Rochelle, notamment en Coupe d'Europe, en finale de Coupe d'Europe, c'était lui le capitaine, donc il a l'habitude de ces matchs à pression et à enjeu. Et en plus, concernant Olivon, déjà, c'est pas sûr qu'il fasse la Coupe du Monde de 2027, donc Galtier est en train de préparer l'avenir, parce que Olivon a 32 ans passés. Est-ce qu'il sera toujours là en 2027? C'est pas sûr. Et en plus, Olivon, pour l'instant, est touché. On sait pas trop si c'est une blessure vraiment sérieuse, mais il est mis au repos par Toulon, au même titre que Esteban Abadi d'ailleurs. Donc Aldrit capitaine, c'est un choix tout à fait logique. Bon, ça fait un petit moment que je parle, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion. Je sais aussi que y a beaucoup de contenus qui sont déjà sortis sur la liste des 34 et que je suis un petit peu en retard. Va falloir qu'on s'y fasse, hein. Moi je vais toujours être en retard par rapport à l'actualité rugbystique maintenant. Donc une liste au final sans vraiment de surprise. Les absents, je m'attendais à ce qu'ils soient pas dans la liste. À part Villemc qui m'étonne un petit peu par rapport à Alagahu, je pensais que Villemc, qui revient pourtant bien avec Montpellier, si les blessures le laissent tranquille. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette liste. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les super retours que vous avez faites sur ma dernière vidéo, celle qui prépare France-Irlande. D'ailleurs, il y aura prochainement une nouvelle vidéo sur justement la compo que je mettrai face à l'Irlande. Il y en a déjà aussi qui ont fait leur compo, j'ai vu Nogodi, j'ai vu Aprudby, mais moi j'attendais vraiment que la liste sorte pour faire une compo un peu plus réaliste, un peu plus proche de la réalité, et ça devrait sortir courant de la semaine prochaine. Maintenant, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, on s'abonne, on partage, on lâche un like, un petit commentaire, on me partage autour de soi, et je vous souhaite une bonne journée, moi je vous dis à la prochaine, bye Lovali.